Allez-y. Ça y est. Voilà, maintenant je ne vois plus rien. Salam, salam et bonsoir. Merci d'être là, merci d'être nombreux. Merci à toi pour cette invitation. Moi j'ai une voix qui porte, donc je pense qu'on va m'entendre. Alors oui, il y a eu un événement, effectivement, qui est à l'origine de ce livre. Et cet événement, il s'appelle Éric Hazan. Je suis désolée pour ceux qui sont à l'extérieur, mais je sais pas. On m'entend à l'extérieur ? Non. Bah non. On peut pas. Le 16 février, il y a une autre soirée au Cirque électrique. Donc je disais, l'événement, c'est Éric Hazan qui est mon éditeur, que je remercie infiniment parce que c'est lui qui est venu me trouver en fait. Tu rappelais effectivement que j'avais écrit Les Blancs, les Juifs et nous. Et je disais à tout le monde et je criais partout que je n'avais aucunement l'intention d'écrire un nouveau livre parce que j'avais le sentiment que j'avais dit ce que j'avais à dire et puis ce livre il m'a coûté beaucoup. Mais moi c'est pas parce qu'il m'a coûté que je voulais pas en réécrire un, c'est que je pensais que j'avais pas grand chose à dire. Bon, il se trouve que Éric Hazan est venu me trouver il y a à peu près 2 ans et il m'a dit: je veux que tu écrives un livre sur le racisme structurel. Alors je ne vous cache pas que c'est une idée qui ne m'emballait pas trop. Et donc, à vrai dire, je ne savais pas comment refuser. et alors, voilà, donc du coup, j'ai fait une rencontre, une grande rencontre, qui est la rencontre avec la notion d'état intégral de Gramsci. Effectivement, tu l'as expliqué. Par hasard, je lis un texte, je ne sais plus dans quoi, et je tombe sur cette notion d'état intégral de Gramsci et surtout sur sa définition. Et l'état intégral selon Gramsci était défini comme tel, à savoir l'État. Ce n'est pas simplement l'État, ses institutions, sa police, son armée ou l'administration. L'État, c'est aussi, on ne peut pas penser l'État sans penser qu'il faut l'associer en fait à la société politique et à la société civile. Donc la définition d'état intégral par Gramsci, c'est État plus société politique plus société civile. Et là, franchement, j'ai eu une explosion dans ma tête. Une véritable explosion et je me suis dit, bah ça y est, c'est ça. À partir de ça, je vais pouvoir accepter d'écrire un livre, parce qu'en fait, j'avais un livre là, tout d'un coup, avec cette notion, parce que ça me permettait d'expliciter quelque chose que nous, on dit dans l'antiracisme politique. Le racisme, c'est structurel, l'État est raciste, le racisme, c'est systémique, simplement pour passer, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs le passage de l'antiracisme moral à l'antiracisme politique, puisque pendant une trentaine d'années, on a défini le racisme comme étant soit un sentiment interpersonnel qui venait des beaufs, en fait, de monsieur et madame Dupont, ou bien le racisme, c'était l'extrême droite. Donc effectivement, la notion de racisme structurel nous a permis, à nous les militants décoloniaux, de faire un déplacement et de politiser le racisme, pour nous permettre de comprendre que le racisme vient de l'État. C'était un pas décisif qui a permis l'éclosion de l'antiracisme politique qui aujourd'hui a une vraie existence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai champ de lutte. Voilà, et c'est un outil pour permettre de mieux appréhender le racisme. Et pour autant, je suis sûre qu'on est très nombreux ici à parler aujourd'hui de racisme structurel, puisqu'il y a une éducation qui s'est faite à partir de cette notion, et tout le monde dit racisme structurel. Mais on a comme une insatisfaction parce qu'on ne sait pas, mais encore. Eh ben, cette notion de racisme, d'état intégral, elle permet de penser le racisme autrement. Je veux dire, de mieux appréhender la notion de racisme structurel, précisément parce que ça nous permet de penser ce que nous, on savait d'intuition, à savoir que le racisme, c'est pas simplement une passion d'en haut, elle est aussi partagée par le bas. Et puis, il y a cette espèce de contradiction, qui est le plus raciste? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est les fachos? Est-ce que c'est... Voilà. Et cette notion de racisme, d'état intégral, et donc que j'ai transformée, à laquelle j'ai rajouté la notion de race, donc l'état racial intégral, nous permet de comprendre qu'en fait, le racisme est une coproduction. En fait, c'est effectivement
d'abord et avant tout un intérêt des classes dirigeantes, donc de la bourgeoisie et du capitalisme. Le capitalisme a besoin du racisme comme structuration qui permet un maximum d'exploitation, mais cet état racial intégral, on ne peut pas le penser sans la contribution effective des organisations politiques. Et là, je parle des organisations politiques qui expriment la confrontation, la contradiction de classe, à savoir les organisations de gauche, et en particulier le Parti communiste et les organisations syndicales. Mais également, on ne peut pas penser le racisme comme structurel s'il n'y a pas une adhésion populaire de tout le monde, en fait. Et donc, de tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle des Blancs. Voilà. Du peuple. Alors, à des niveaux différents, il ne s'agit pas de dire que le peuple est raciste, ce n'est pas ça la question. C'est qu'il y a une adhésion, peu ou prou, au projet raciste. Et justement, les leviers pour créer cette adhésion-là, tu les développes avec l'État-nation, le sentiment de nation, la notion de peuple. Oui, bien sûr. Donc voilà. Pardon, oui. Pardon, je voulais pas te... Donc voilà, donc en fait la structuration de la première partie de mon livre, en fait, c'est ça. C'est en fait mettre en évidence le fait qu'en fait le racisme, il est coproduit. Ça ne veut pas dire que tout le monde est responsable au même niveau, parce que je pense que la bourgeoisie est la première responsable de la structuration raciale de la société. Il n'en reste pas moins que les organisations de classe, qui représentent la classe des ouvriers, le prolétariat, elles ont participé au racisme en acceptant le pacte national et racial. Elles l'acceptent essentiellement en acceptant l'impérialisme. Essentiellement en acceptant le fait impérialiste. Et on comprend à partir d'une histoire que je raconte, on comprend qu'effectivement, par exemple, le Parti communiste, ça permet d'éclairer le comportement systémique du Parti communiste à l'endroit, par exemple, du colonialisme. De l'adhésion, par exemple. Pourquoi le Parti communiste, pourquoi les organisations syndicales, pourquoi elles n'ont pas été fermes ? Pourquoi elles n'ont pas été fermes contre le colonialisme ? Pourquoi elles n'ont pas adhéré d'emblée, spontanément, à l'indépendance de l'Algérie ou du Vietnam, etc., etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les retient ? Eh bien, ce qui les retient, c'est qu'en fait, on le sait, l'antiracisme politique le sait. En réalité, on sait depuis longtemps, ça c'est pas moi qui l'analyse, je veux dire, ces analyses elles ont été faites depuis longtemps. Simplement, ce que j'essaie de faire là, c'est simplement de proposer une lecture qui permette en fait de stabiliser d'établir ce fait et de le stabiliser pour permettre de comprendre, voilà, pourquoi en fait il faudra nécessairement passer par une politisation de cette question et du racisme pour pouvoir le dépasser. Et il va bien falloir qu'on sache que le racisme, c'est quelque chose de structurel au sens où j'essaie de le décrire ici. Et que c'est pas simplement on va pas le combattre par la bonne volonté. Il va bien falloir qu'on comprenne que le racisme, c'est quelque chose c'est un fait structurel au sens où il traverse l'idée d'État intégral. Mais quand tu parles justement de cette structuration qui va chercher l'adhésion de tous les Blancs qui vont s'opposer aux non-Blancs, est-ce que c'est moi qui l'ai trop lu, mais ce rapport, tu vois, ce ressort nationaliste, il me semble que tu t'en parles pas mal. Est-ce que c'est moi qui me suis fixée dessus ? Ah non, les Blancs ont été... Les Blancs, le PCF, les Blancs, le peuple, les prolétaires ont été nationalisés, oui. Ils ont été nationalisés. Et en fait, la nationalisation, ça signifie simplement... c'est une forme de collaboration de classe, en fait. C'est une collaboration de classe, à la base. C'est-à-dire qu'en fait, on efface... C'est la collaboration nationale, de race, qui prime sur les contradictions de classe, en fait, et de race. Voilà. Donc, en fait, on finit par... Enfin, le peuple et la bourgeoisie finissent par, en fait, constituer un corps organique. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir, et c'est ça l'enjeu en fait, ça pose, en fait, à partir du moment
où on pose ce cadre, ça pose la question de savoir, et donc ça pose une question stratégique en fait. À partir du moment où on est d'accord sur cette analyse, si toutefois on est d'accord, eh bien ça pose des questions stratégiques, à savoir comment rompre le pacte racial. Et toute la question est là. Parce que les beaufs sont dans ce rapport dialectique avec la nation et la bourgeoisie. La question, c'est comment on rompt cette relation. Comment on rompt pour aller vers l'alliance des beaufs et des barbares. Parce que l'enjeu, il est là. Parce qu'il y a eu un syndicalisme internationaliste. Et bien sûr. Lui, il n'y est pas arrivé, par exemple. Il y a eu un syndicalisme internationaliste, effectivement, il en est question ici. Et j'essaye d'être mesurée. Je veux dire, il n'y a pas eu un syndicalisme traître, raciste, c'est pas ça. Il y a eu un syndicalisme qui a dû composer avec les choix du Parti communiste, en fait. Les choix nationalistes et impérialistes du Parti communiste, qui a fortement imprégné, et en tout cas, qui a eu fortement imprégné les grandes orientations de la CGT, notamment. Alors, est-ce que tu veux qu'on évoque ce qui, pour toi, sont les points de convergence, mettons, tu vois, entre les beaufs et les barbares, qui te paraissent être des endroits où on pourrait réinsuffler, tu vois, autour de l'État-nation, de tout ce que tu dis sur l'État-nation, quand tu parles justement du nationalisme et de la masculinité. Ah, on est déjà trop loin. Ouais, non, parce que ça demande. On rebroussaille avant. Ouais, ça demande beaucoup de développement en fait. Ouais. Alors évidemment, je précise que les mots beauf et barbare, bon, je l'ai dit, mais je le redis, c'est des catégories qui ne sont pas les miennes. Hein, ce sont des catégories. En fait, c'est même pas des catégories qui sont utilisées. En fait, ces deux catégories de beauf et barbare sont utilisées par personne en fait. Hein. Il y a personne qui nous traite nous de barbares officiellement ou qui traite les blancs de petits beaufs officiellement. Hein. Mais c'est comme ça que nous sommes perçus les uns et les autres de manière officieuse en fait. Et ce sont des catégories qui fixent les deux grands groupes des classes populaires. Voilà. Et qui les séparent en fait, qui les divisent. Je voulais quand même souligner l'intérêt de l'opportunité d'un livre comme celui-ci dans la période qu'on est en train de vivre. D'abord, je pense que la question de l'alliance des classes populaires, de l'unité des classes populaires, c'est une question qui se pose en France de plus en plus en fait. Elle se pose parce que, notamment depuis les Gilets jaunes, elle s'est posée à ce moment-là parce que, la question... Alors d'abord, nous, à l'époque, indigènes de la République, on nous a reproché de ne pas avoir rejoint les Gilets jaunes, par exemple. Ça, c'est un reproche qu'on nous a fait. Ouais. Mais nous, on n'a pas rejoint les Gilets jaunes parce qu'on sentait bien qu'il n'y avait pas une volonté des quartiers de rejoindre les Gilets jaunes. Et les quartiers, effectivement, je parle dans les grandes tendances. Hein, il y a bien des gens des quartiers qui sont descendus, il y a bien des indigènes qui sont descendus et qui ont rejoint les Gilets jaunes, mais de manière marginale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de significatif qui venait des quartiers. Et donc la question qu'on s'est posée et que tout le monde s'est posée, les observateurs, les analystes ou les Gilets jaunes eux-mêmes, se sont posés la question, mais pourquoi les quartiers ne viennent pas? Donc voilà, ça c'est une question politique et c'est une question de maintenant. Et pendant les présidentielles, la question s'est reposée. Pourquoi les petits blancs, une grande partie des petits blancs, n'ont pas voté Mélenchon, alors que une grande partie des indigènes l'ont fait. Donc là aussi, il y a comme une espèce de division qui est une division factuelle. C'est matériel. C'est-à-dire que les indigènes ne sortent pas pour les Gilets jaunes, ne viennent pas soutenir les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait vraiment deux corps séparés. Voilà. Et là, effectivement, il y a encore, cette division, elle se retraduit à travers les élections. Et pas qu'à ces moments-là, en vérité. Quand il y a eu les émeutes en 2005, là c'est pareil, là c'est des émeutes de quartier, les petits blancs ne vont pas rejoindre les émeutes de quartier. Et voire même, non seulement ils ne vont pas les rejoindre, ils ne les soutiennent pas, voire ils sont pressés qu'on en finisse. Là aussi, il y a des choses à réfléchir. Bon. Et en même temps, alors qu'on est très très loin d'une convergence, on est très très loin, parce que les conditions matérielles, sociales et politiques historiques ne sont pas réunies, donc ça veut dire un livre comme celui-ci
veut réfléchir aux conditions de possibilité de cette convergence. Donc, alors même qu'on est très très loin de la convergence, les classes dirigeantes, elles sont flippées de cette convergence. C'est-à-dire qu'elles pensent que c'est pas impossible que ça arrive. Pourquoi elles pensent que c'est pas impossible que ça arrive ? Eh bien, parce que, au moment des Gilets jaunes, il s'est passé un truc qui est que les Gilets jaunes, bien que je pense qu'ils soient très largement, quand je dis les Gilets jaunes, je parle des classes populaires blanches en général, hein, je pense qu'ils sont largement traversés par des sentiments racistes. Largement. Traversés. Ils sont constitués par le racisme français. Mais pour autant, ce n'est pas ce qui a été déterminant pendant les Gilets jaunes. Et ça, les classes dirigeantes, elles l'ont su. Elles ont compris que ce n'était pas leur problème d'aller affronter les musulmans, en fait, ou les Arabes, ou les quartiers. Je veux dire, ce n'était pas leur problème, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils s'en prenaient à l'État, ils s'en prenaient à Macron, ils s'en prenaient au système électoral, à la démocratie, bref. Et donc, en fait, là, moi, je perçois que ceux d'en haut, le gouvernement, les classes dirigeantes, ils comprennent que c'est pas bon. Le fait que les classes populaires blanches ne soient pas d'abord motivées par le racisme, c'est un problème. Ça c'est un problème. Et en fait, ça les a tellement fait flipper que la séquence qui a suivi, qui est-ce qui a le plus morflé après les Gilets jaunes ? C'est les musulmans. Alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, mais ils ont quand même morflé parce qu'il s'agissait de réinjecter de l'islamophobie dans la lutte, enfin dans le débat public, pour vraiment empêcher toute forme de convergence, alors même que, je le répète, on est très loin de la convergence. Même si tu le soulèves et tu l'appuies, tu cites Mahadou Kiltran, et qui dit mais non, on va pas y aller, parce que c'est nous qui prendrons les premiers. Voilà. Mais tu soulignes quand même qu'il a dit on soutient. Oui. Donc toi, tu prends ce petit fil. Mais je prends ce petit fil parce que moi, je pense que du côté indigène, en réalité, il y a de l'empathie. Il y avait de l'empathie pour les Gilets jaunes. L'inverse, c'est pas vrai. Mais on peut, je le dis là-dedans. Si ce n'est que tu rappelles un truc de la Révolution française où tu disais que l'opinion, je te cite, l'opinion française n'était pas du tout acquise à la politique impériale de l'empereur. Tout à fait. Donc finalement, ça fait comme deux petits fils que tu essaies de rapprocher, quoi. Alors, ce que je dis dans ce passage-là, ce que j'essaie d'expliquer effectivement quand tu rappelles ça de manière tout à fait judicieuse, c'est qu'en fait, la blanchité, elle a été construite dans le temps. Les blancs de l'époque de la Révolution, ils n'étaient pas aussi blancs qu'aujourd'hui. Ils le sont devenus. Et effectivement, les sentiments populaires à l'époque de la Révolution française, ils étaient pas aussi racistes qu'aujourd'hui. Et donc oui, c'est une évolution. La blanchité, elle a été construite avec... Oui, mais ça, c'est un aspect de ton livre. Peut-être que toi, parce que moi, je suis blanche forcément, mais ce travail-là que tu fais pour montrer l'évolution de la blanchité avec ce truc du chauvinisme-là, là, t'as beau être au courant, c'est hyper fort. D'arriver à montrer ça. Je suis contente. Ouais, non, mais je suis contente. Non, mais si, parce que... De montrer cette puissance-là du racisme qui monte et comment il était construit et comment ça s'est... on a tendu à ça pour la séparation et de recréer une convergence entre blancs quand ça les arrange. Voilà, ça c'est cool. D'accord. Mais reprends tes deux petits fils là. Et donc ce que je disais, c'est simplement que... De l'autre côté, eux, ils soutiennent pas. Non, les petits blancs soutiennent pas. C'était pas l'idée. Là, c'était surtout que la vague islamophobe qui a succédé aux Gilets jaunes, elle avait pour but d'empêcher toute forme de convergence possible. Bon. Et donc, moi, je dis simplement que, là, c'est la militante qui parle, la militante politique. Moi, je dis simplement que quand on comprend qu'il y a cette frayeur en haut, je pense qu'ils ont raison, en fait, quelque part. Ils savent quelque chose, ils sentent quelque chose. Ils sentent aussi que le racisme, c'est quelque chose qui peut se dénouer, en fait. Ils sentent, ils le savent. Et c'est pour ça qu'eux, ils l'alimentent constamment. Ils l'alimentent constamment. Mais en même temps, il n'est pas combattu en bas. Il n'est pas combattu en bas, alors qu'il devrait l'être. Donc je dis que ce livre, si je l'ai écrit, c'est parce que je pense à son usage politique. C'est un outil. Ce n'est pas un truc pour réfléchir au racisme. Voilà. C'est un livre que j'espère être un outil de la réflexion politique dans le sens pour simplement qu'il soit utile dans une stratégie à venir. À savoir qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse aux conditions de la convergence des classes populaires. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.
c'est une tentative pour aller dans cette direction. Oui, ce que tu dis de constituer une unité entre blanc et non blanc Voilà. contre la domination capitaliste. Bah oui. Tu veux pas lire l'aparté c'est allé trop vite celui-là. Et à partir de ça, on redémarre. Alors cet aparté-là, c'est lequel? C'est le dernier. Ouais, alors faut que les gens comprennent que... C'était histoire de créer un peu de... Qu'est-ce qu'un aparté? En fait, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Mais dans le livre, c'est dans le livre. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait plusieurs parties, et puis à l'intérieur des parties, je fais des apartés. Mais je veux dire qui semblent ne rien avoir à faire avec le reste. Non, mais parce que c'est costaud. Ça paraît un tout petit livre, l'air de rien, mais il fait quasi 300 pages. Et d'un point de vue de l'écriture, il est très très articulé. Et il y a au début des citations assez secouantes. Parce que tu cites Sarkozy à un moment, non? Tout à fait, je cite Sarkozy. De chapitres, donc comme ça vous êtes vous démarrez. Mais il y a pire que Sarkozy. Il y a Le Pen. Voilà. Ouais, mais je cite Le Pen positivement. Non mais oui, je sais que de la stratégie, c'est intéressant parce qu'à chaque fois c'est y a pas là sur Twitter on serait mort. Non mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont où tu dis bien que non mais la phrase alors je vais lire la phrase de Le Pen parce qu'elle est très bien. Race et société, c'était dans quoi? Je saurais plus la retrouver. H169. Merci. Mais arrête. Mais arrête. C'est pas si loin ici. Ah si. Fartek. Alors ça, évidemment, pourquoi je cite Le Pen, je vais vous le dire, c'est parce que l'extrême droite a de bonnes intuitions, malheureusement. Eh oui. Qu'est-ce qu'a dit Le Pen il y a très très longtemps? Je vous les guillemets. Un peuple n'est pas seulement une machine à calculer. On ne gère pas son avenir exclusivement comme une affaire commerciale. Un peuple, c'est un être collectif qui a des passions, des émotions, des répulsions, qui a des espérances et des désespoirs. Et le rôle des hommes politiques qui méritent ce nom et qui n'en font pas seulement un métier, c'est d'interpréter tout cela et le mettre dans une forme compréhensible à la grande masse. Jean-Marie Le Pen. En quelle année tu l'as rappelé? Non. C'était cette phrase, je l'ai trouvée dans le documentaire Retour à Reims de Jean-Gabriel Perriot. En fait, voilà, c'est... Comment? T'as pas dit n'est-ce pas à la fin. Je ne connais pas ne regardez pas les caméras. Et en fait c'est une partie où je parle des petits blancs, précisément. Et ce que je dis, c'est que... Et des enfants, oui. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait dans cette phrase, c'est le rapport émotionnel et affectif à une partie du peuple. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant, d'aborder les petits blancs aussi de cette manière-là. Et malheureusement, c'est Le Pen qui sait faire ça. Et où tu fais des apartés, en dehors du déroulé de l'argumentation, tu fais des apartés où tu prends un peu à partie à partir de... Le lecteur, je prends à partie le lecteur. Ou d'anecdotes de gens que tu as pu rencontrer, d'échanges que tu as pu avoir. Ouais. Et tu fais des adresses directes, quoi. Alors sur la question, alors, tu m'as demandé de lire cet aparté-là. Et alors celui-ci, sur l'unité possible. Alors sur l'unité possible, oui. Donc je fais tout un chapitre. On dit une partie ou un chapitre? Un chapitre. Tout un chapitre sur les conditions de l'alliance entre les beaufs et les barbares. Effectivement, je finis avec cet aparté que je trouve sympathique. Et je m'adresse au lecteur. Sais-tu combien d'enfants naissent au pays d'amour beauf et bourgeoise? Je réponds. Ils existent, mais ils sont assez rares. Et combien d'enfants d'amour barbare et bourgeoise? Zora, la fille de Rachida Dati. Et combien d'enfants d'amour beauf et barbare? Beaucoup, tu vois. Donc ça, c'est simplement une manière de dire. Oui, c'est pour dire, en fait, on a déjà fait des enfants ensemble, en fait. On a fait beaucoup d'enfants ensemble. Il n'y a plus qu'à. Peut-être on pourrait évidemment longtemps. Est-ce que peut-être vous avez
Une question. Moi, j'ai une petite réflexion. Je pense que c'est important de distinguer vraiment les petits blancs dans leur ensemble et ce que ça a constitué au début du mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai un tout petit point de désaccord, c'est qu'en fait, j'ai des contre-exemples de cet amour révolutionnaire qui ne sont pas forcément réciproques. Au moment de Mantes-la-Jolie, par exemple, tous les gamins sont agenouillés. C'est qu'en fait, les premiers à s'être agenouillés devant les flics, etc., et avoir été touchés par cet événement-là, beaucoup plus que les parents d'élèves et les profs qui ont tous fermé docilement leur gueule là-dessus, c'était que des groupes de gilets jaunes. Un autre exemple, la première marche à Beaumont-sur-Oise où les gilets jaunes étaient conviés, là on ne parle pas des gilets jaunes de gauche qui étaient plus ou moins affiliés au LPA, à la FI, etc., mais vraiment de rednecks qui venaient de toute la France qui sont allés à la marche pour Adama. Je dis ça juste parce qu'à mon avis c'est important de distinguer les deux quand même. Je ne dis pas que ça représente les gilets jaunes dans leur ensemble, surtout pas au début du mouvement parce que ça s'est vite épuisé. Mais il y a quand même eu des expériences réciproques qui ne se reflètent pas dans le champ de tous les petits blancs. Mais cette sensibilité, moi personnellement, je l'ai observée et vraiment chez une population de blanches, pareil sur le vote, en tout cas dans les campagnes. Je suis d'accord pour dire que ça s'est matérialisé plutôt par un vote du RN, mais si tu regardes les résultats dans la France périphérique depuis les Gilets jaunes et le taux d'abstention, je pense que c'est un peu à nuancer. Voilà. Là, je ne l'ai pas encore lu. Bah, quand tu liras, tu sauras que je fais cette distinction. Parce qu'il n'y a pas une exacte adéquation entre petits blancs et gilets jaunes. Bah oui. Dans le livre, c'est pas exactement ça. Donc la réponse, c'est il faut lire le livre. Non, je dis que je suis. Non, mais d'abord, je suis évidemment d'accord, mais. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que je parle à partir des grandes tendances. Je veux dire, bien sûr qu'il y a toujours, mais même dans toute l'histoire de l'immigration, il y a toujours eu des blancs avec nous. Je veux dire, c'est pas. Non, mais c'est même pas une nouveauté en vérité. Mais oui, mais je préfère m'en tenir aux grandes tendances, aux tendances lourdes. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? J'ai trouvé l'appréciation sévère, mais en définitive tellement juste sur le champ syndical. Je suis syndicaliste à Sud. On sort d'une période d'élection professionnelle le 8 décembre. La CGT, c'est connu dans la fonction publique et dans le privé que beaucoup sont CGT pour le portefeuille et RN pour les idées. Mais même dans mon syndicat Sud, c'était incroyable la controverse qu'on a eue, c'est que on n'a pas fait un bon score, mais on s'est quand même maintenu, on était en Seine-Saint-Denis. Sur 60 noms, les 5 premiers étaient une égyptienne voilée tête de liste et 4 d'origine algérienne. Et une des colistières d'origine algérienne elle-même, l'enseignement du scrutin, et on a eu une grande fâcherie, c'était mais comment on pouvait espérer progresser en ayant 5, que le premier blanc soit 5e sur la liste. Et comment, par électoralisme, elle a imaginé, intériorisé les idées du Rassemblement national en disant c'était qu'une campagne parce qu'on n'a pas démérité, on a cru faire une très bonne campagne, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le nombre de votants qu'on aurait imaginé, espéré. Et l'enseignement du scrutin, c'était qu'avec 4 bougnoules en début de liste, c'était pas possible d'espérer en Seine-Saint-Denis, quoi. Et la colistière elle-même d'origine algérienne. Du coup, en effet, c'est dans le champ syndical, l'appréciation sévère que porte Ouya en début de son intervention, je ne sais pas dans quel terme c'est dans le livre, mais je finis par la partager. C'est dans le chapitre race et société publique. Société politique. Politique, justement. Sur la CGT entre internationalisme et subordination à l'État racial. Et Ouria développe l'espèce de bascule comme ça qui ne cessait de se faire à des occasions. Et qu'en fait, c'est vraiment l'occasion ratée, quoi. Alors qu'il aurait fallu avoir du courage politique et qu'en fait, ils se sont replacés derrière l'État racial. Mais il y a de l'espoir. C'est vraiment sur le principe de la préférence nationale. Tu voudrais pas développer quelque chose sur... J'ai une question. Pardon, allez-y.
pas pressé du tout. Bonsoir déjà. Moi, j'ai pas lu le bouquin et j'entends bien le propos principal, le fait que tu sois vraiment dans les grandes tendances. Enfin, je vais l'acquérir et le lire aussi. J'aimerais rebondir en fait sur ce que tu as dit à la fin, quand tu as dit on a fait des enfants ensemble, etc. Il reste plus qu'à. Moi, je suis né en 76, donc j'ai 46 ans. Je suis moitié maghrébin, moitié français. Donc ça veut dire les deux, ou plutôt ni l'un ni l'autre, selon les circonstances. Souvent ni l'un ni l'autre, souvent arabe en France, etc., etc. On peut faire des grandes phrases. J'aimerais savoir, d'un point de vue sociologique, par rapport à tes écrits, comment tu intègres la créolisation, qui est un phénomène naturel, inhérent à toutes les sociétés, sachant que par contre, les transitions, les transformations sociétales ou historiques ne sont pas vraiment analysables sur une ou deux ou trois ou quatre générations. Je voulais savoir si tu intégrais un petit peu cette donnée-là dans ton analyse des choses. C'est-à-dire pour ouvrir un petit peu l'horizon en fait, sur ce que pourrait devenir la convergence des luttes. Mais non, ça va, non, je te remercie. Je ne suis pas très bien, mais je croyais que t'avais un chat dans la gorge. Ouais, c'est un lion. Voilà, juste savoir en fait sur tes écrits si cette notion-là, tu la développes un petit peu ou est-ce que ou pas du tout. Enfin, non. Voilà. Non. Ouais, ok, ben voilà. C'est un nom clair, donc pas de souci. J'ai déjà évoqué la question du métissage. Ouais. Il y a longtemps. Ouais. J'en suis pris plein la gueule. D'accord. J'ai pas changé d'avis sur ce que j'ai dit. Je sais pas. Ce que j'ai dit, c'était que le métissage, l'idéologie du métissage, parce qu'en fait, c'est pas le métissage ni la créolisation en tant que telle qui m'intéresse, mais l'idéologie qu'il y a derrière, qu'il faudrait se mélanger pour mettre fin au racisme. Je disais que c'était n'importe quoi, et que c'est pas comme ça qu'on combat le racisme. Pas avec l'idéologie du métissage, pas avec l'idée simplement qu'il faudrait se mélanger. Pas comme une idéologie, je l'ai comme un fait naturel. Alors, le fait naturel, j'ai pas d'avis sur le fait naturel, parce que je sais pas. La transformation sociétale, qui est pas du ressort de l'idéologie, mais qui est un fait. Les gens, oui. Les gens se mélangent. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à terme, en fait, on finira tous par se mélanger. C'est ça. Du coup, le racisme, ça vaut. Dans quel laps de temps, ça, mystère. Voilà. Le racisme, je le subis en France, à fond la caisse, même si ma mère est française, enfin blanche. Ah oui, mais justement, donc tu réponds à la question. C'est-à-dire que même la question du métissage, elle ne résout pas la question du racisme. Même si on était même très très nombreux à se métisser, je veux dire, il y a des sociétés comme le Brésil, ils sont très très métissés, et alors ça ne change rien à l'affaire. Tu choisis de ne pas trop détailler ça. Non, mais je peux pas en parler parce que c'est pas mon sujet. Ouais, je dis juste que j'ai pas. Non, c'est pas mon sujet. Ouais, sur ce livre-là, j'avais bien compris. Non, mais aussi, juste ce que je veux dire, c'est qu'un métis est considéré comme un non-blanc, en fait. À partir du moment où c'est même, je sais pas qui dit ça aux États-Unis, mais une goutte de sang suffit, quoi. Ça, je le sais déjà. Voilà, bah oui, c'est ça. En fait, c'est juste qu'il y aura plus de racisme, plus de non-blancs, à la limite, quoi, mais ça n'abolit pas la hiérarchie raciale. Ce qui est quand même la préférence nationale comme un ressort politique qui est très insufflé par en haut, quoi. Enfin, toi qui est insufflé par en haut, mais qui est accepté par les organisations politiques. C'est pas simplement, c'est vraiment, faut comprendre que c'est pas simplement une volonté qui vient d'en haut. Elle est structurée par le haut, mais il y a une adhésion et il y a une coproduction du national. Le nationalisme est une coproduction. Il y avait là-bas et après vous, d'accord? Il y avait vous aussi, pardon. 1, 2 et 3. Ok. Vous posez la question d'une possible union entre les beaufs et les barbares, de ce que j'ai compris. Est-ce que vous évoquiez déjà la désunion qui est présente entre les barbares? Je me sais que les syndicalistes juste ici a évoqué un racisme, comment dire, intériorisé. Intériorisé, merci. Intériorisé d'une personne algérienne dans son syndicat. Je pense que c'est beaucoup de personnes racisées, barbares, peuvent avoir ce genre de sentiments intériorisés, etc. Et tout. Est-ce que vous évoquez tout d'abord une union entre les barbares dans votre ouvrage, avant l'union entre les beaufs et les barbares, en fait? Alors, nous l'avons évoqué pendant 17 ans. C'est-à-dire que cette question, la question de l'union, l'unité des barbares, elle a été posée par le pire pendant
de très longues années. Donc en fait, la question de l'unité, mais et des contradictions à l'intérieur des indigènes, de toutes sortes. Alors, entre autres de classes, mais de communautés. Les racismes intercommunautaires, mais également toutes les sortes de contradictions qui y a à l'intérieur de chez nous, à savoir les contradictions de genre qui existent et qui sont différentes de celles qui existent chez les Blancs. Les contradictions de genre, les masculinités subalternes, les racismes, la négrophobie des Arabes, l'antisémitisme des indigènes, etc., etc. Je veux dire, tout ça qui empêche l'unité, justement. Si je peux me permettre de rebondir, hein, je passe la main après, hein, mais vous dites que c'est une question que vous posez depuis 17 ans. Est-ce que vous avez observé une amélioration du coup? On a observé une grande amélioration, à savoir qu'il y a eu l'émergence d'un courant politique qui s'appelle l'antiracisme politique et qui a permis en France, en tout cas, de pouvoir mettre des mots sur le racisme structurel, sur les Blancs, sur l'existence des Blancs. Parce que moi, je me souviens qu'en 2005, lorsqu'on lance l'appel des indigènes, le mot qui a choqué tout le monde, c'est « blanc ». Bon, voilà. Les Français en 2005, et j'en témoigne parce que je l'ai vécu, ne savaient pas qu'ils étaient blancs. Alors, Wissem dit encore maintenant. Bien sûr, encore maintenant. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération, des jeunes, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, disent « je suis blanc ». C'est quand même... c'est ça le... Plus, non, parce que je veux dire, les gens disent, ils comprennent ce que ça signifie. Les nouvelles générations comprennent ce que signifie être blanc. Et dans les organisations de gauche, on a enfin compris ce que ça voulait dire être blanc, par exemple. Et on a aussi commencé à appréhender le racisme différemment. Voilà, le racisme comme phénomène, comme racisme d'État, eh bien c'est aussi une nouveauté. Tout ça, ce sont des acquis de la lutte des indigènes, des non-blancs. Et je ne dis pas du pire, hein, parce qu'il y a eu le pire, et puis il y a eu toutes les organisations qui ont pu construire l'antiracisme politique en France. La BAN, le CCIF, l'Union juive française pour la paix, tous les collectifs contre l'islamophobie, les collectifs contre la romophobie, les afroféministes. Il y a eu tout un courant, tout un milieu qui s'est constitué autour de cette idée d'antiracisme politique. Et ben, c'est ça. On n'a pas réussi à construire l'unité des indigènes, mais parce que les raisons, on a fait des bilans de nos échecs, enfin de nos réussites et de nos échecs. C'est qu'on est face à, d'abord on est face à l'État, à la résistance de l'État, on est face à la résistance des Blancs, on est face à la résistance de la gauche, on est face à la résistance des indigènes eux-mêmes, on est face au clientélisme, on est face à la mise sous tutelle de toutes les institutions qui représentent les musulmans. On est face à un système. Et donc, on ne peut pas créer l'unité des indigènes comme ça. On est face au fait que le système alimente lui-même la contradiction entre les indigènes. Voilà, depuis 15 ans, un sujet qui n'existait pas, quasiment, eh bien, qui s'est mis à émerger dans le débat public, c'est par exemple l'idée que les Arabes sont racistes, ce qui n'est pas faux, ce n'est pas la question, mais ça devient une question centrale. À savoir qu'ils ont participé à l'esclavage. Quel esclavage, on s'en fout, peu importe. Il faut brouiller le sujet, il faut mettre de la confusion partout. Nous, on parle de la traite négrière comme un phénomène qui vient de l'histoire du capitalisme, et c'est en cela qu'elle nous intéresse. Ce n'est pas l'esclavage en général depuis la nuit des temps, ça ne nous intéresse pas. C'est celui-ci en particulier. Eh bien, on sème de la confusion. Et on est constamment, par exemple, confronté à « Ah, mais les Arabes aussi, ils ont mis les Noirs en esclavage. » Donc à partir de là, c'est des choses qui empêchent la construction de l'unité. Et c'est pas un phénomène qui vient d'en bas, c'est un phénomène qui est alimenté par le haut. Et on revient à la question de l'État racial intégral. Ça fait partie des phénomènes, des expressions de l'État racial intégral. C'est-à-dire qu'il faut empêcher toute forme d'unité, de toute façon. Et donc nous, on est tout rikiki, tout petit, comment on va affronter la bête? Oui, donc effectivement, le résultat, c'est qu'il n'y a pas que l'unité dont vous parlez. Nous, on l'espère toujours. On pense, je le dis dans ce livre, que l'autonomie des indigènes et l'auto-organisation des indigènes, elle reste un élément fondamental de cette union
de cette unité entre beaufs et barbares. Il faut d'abord et avant tout l'unité des indigènes. Ça, c'est la base. Donc, je vous réponds, oui, on en parle depuis plus de 15 ans et on n'a pas fini d'en parler parce que c'est une condition de la lutte. Ça c'est simplement un pas supplémentaire qui vise à réfléchir sur la question de la construction d'un bloc historique. Ce que les marxistes appellent un bloc historique et que nous, les décoloniaux, on appelle la majorité décoloniale. C'est l'unité populaire. Il y a une question là. C'est bon ? Ouais, c'est parti. Déjà, bonsoir, salam alaikum. Merci pour Alaikum salam. dont j'ai hâte de connaître la première polémique. Alors, je tiens à préciser en guise d'introduction que j'ai jusqu'à la page 164. Donc, si la réponse est à la page 166 ou 167, je m'en excuse. Mais dès le titre, en fait, on s'est posé la question à plusieurs. Quand on a lu le titre Beauf et barbare, le pari d'une nuit, déjà on a eu un espèce de reflux en disant là, il va falloir faire la lutte avec les beaufs, etc. Il va falloir quoi ? Faire la lutte avec les beaufs, etc. Passons. Et je me suis posé une question, c'est est-ce que les beaufs, je reprends les termes, je ne trouve pas le mot, mais intéressés aux questions racistes sont prêts à abandonner leur privilège dans un État impérialiste qui est basé sur le racisme. Et du coup, ma question à moi, c'était en guise d'introduction, mais je vais prêcher pour ma paroisse, est-ce que les barbares, notamment les barbares de France, sont prêts à renoncer à ce privilège qu'est d'être dans un État impérialiste, si raciste soit-il, parce que c'est toujours mieux qu'être barbare dans le Sud. Et est-ce qu'on est prêt à faire cet effort de partage des richesses ou de remettre en cause notre condition, même si c'est une condition d'indigène, qui est quand même assez confortable, ou pas d'autres. Est-ce qu'on est prêt à faire cet effort ? Alors, tout à fait. Donc, si tu n'avais pas complété avec cette partie de ta phrase, je t'aurais rappelé que nous-mêmes, on n'est pas prêt à faire cet effort. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est les premiers à fermer la porte derrière nous, et les pouilleux d'immigrés, de migrants qui viennent, on n'en veut pas. Oui. Nous-mêmes, on est... Bah oui, mais c'est ça la force de l'intégration. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est qu'en fait, on a un intérêt supérieur, nous, voilà, on l'a acquis, et c'est encore un des effets de l'État racial intégral, voilà. Donc on est des intégrés, on est au plus bas de l'échelle sociale, mais nous aussi on ferme la porte derrière nous. Donc en fait on est des petits blancs, des futurs petits blancs, si tant est que le racisme devait disparaître, en tout cas on est blanchis. Donc personne n'est prêt à faire le sacrifice ultime. Nous moi je suis sûre qu'on va très vite atteindre nos limites. Nous, l'avantage qu'on a sur les petits blancs, c'est que on a un héritage historique de notre condition. Donc nous, on est plus spontanément anticolonialistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous explique pourquoi il faut soutenir, pourquoi il faut être contre la France-Afrique ou pourquoi il faut être pro-palestinien. Je veux dire, on n'a pas besoin de nous faire des cours à rallonge. Tu vois, on le sait spontanément. On a une spontanéité anticolonialiste parce qu'on est décolonisé. Voilà. Donc je pense qu'on est le fer de lance, comme groupe social et historique, on est le fer de lance de l'anti-impérialisme en France. Avec les quelques gauchistes qui restent en France, qui sont restés anti-impérialistes, ils sont 5. Je les connais tous, ils sont là. Donc Daniel, lève la main. Donc en fait, je pense que donc, avec une partie de l'extrême gauche, qui est un peu plus importante que ce que je viens de dire, et nous, si on devait se constituer, on serait le fer de lance de l'anti-impérialisme. Franchement, les petits blancs, en général, c'est pas de mal à veille. On n'en est pas là. Et on n'en est pas là, pas simplement par rapport à eux, mais quand on regarde toutes les manifestations publiques depuis les 15 ans, c'est toujours les grosses manifs de blancs, c'est contre le chômage, c'est pour la retraite, c'est pour je sais pas quoi, c'est pour le mariage pour tous, c'est que des trucs pour améliorer leur vie. C'est tout. Voilà. C'est des trucs qui vont dans le sens du renforcement du pacte racial. Alors nous, donc, je te dis juste que nous, on est entre deux eaux,
on est au plus bas de l'échelle sociale, on a un héritage colonial qui fait qu'on est plus anti-impérialiste, donc ça se cristallise dans nos manifestations. Nous, quand on manifeste, et quand on est des dizaines de milliers à sortir, on sort pour quoi? On sort pour Gaza. Nous, on sort pour Gaza. Est-ce que tu nous as déjà vu sortir pour le chômage? Non. Et pourtant, les plus pauvres, on est le plus au chômage. On ne sort pas pour le chômage. Et on sort contre l'islamophobie. On sort contre les violences policières. Donc déjà, on sort pas strictement pour des choses, on sort directement en confrontation avec l'État. Nous, c'est directement, c'est l'État, c'est la police, c'est, tu vois. Donc c'est directement les institutions. On n'est plus directement en confrontation avec l'État et donc on n'est plus dans le vrai, dans une approche révolutionnaire en fait. Simplement, il n'y a personne qui le... Même la gauche, elle n'est pas capable de comprendre que depuis 30 ans, on est l'avant-garde révolutionnaire. Pas capable de le voir. Mais n'empêche que c'est ça. Simplement, nous, on n'avait pas les moyens, on n'a pas les moyens d'aller plus loin, tout simplement parce qu'il y a un énorme déficit dans la gauche qui ne comprend pas que la priorité, c'est de nous soutenir. Et elle, ce qu'elle fait, la gauche, depuis 30 ans, c'est qu'elle a l'extrême gauche française, dans les années 80, au lieu de soutenir les marcheurs de 83, elle les a soutenus en partie, mais tout de suite, elle se range derrière SOS Racisme. Tout de suite. Tu vois ? Donc ça, c'est toute notre histoire, c'est ça. C'est qu'une histoire de rendez-vous manqué. Enfin, de rendez-vous manqué, je veux dire, ils ont fait exprès de les manquer. Je veux dire, c'est même pas... C'est des rendez-vous manqués, bon, c'est... C'est des lapins. C'est des lapins. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que nous, on a des intérêts concrets ici, matériels. Et on sera confronté un jour ou l'autre à nos limites. On sera confronté à nos limites. Et il y aura des divisions dans notre sein. Si toutefois on devait s'organiser, il y a des divisions qui se constitueront à ce niveau-là. On va être confronté à des limites. Ne pas aller trop loin. Ça, c'est obligé. C'est sûr que ça. Mais on est quand même les plus avancés. On est quand même les plus... c'est nous qui allons le plus loin quand même dans l'anticolonialisme. Et c'est le plus important. Dans l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. Et la confrontation avec l'État policier. Il y avait un monsieur là, depuis tout à l'heure, il demande. Lui, non, lui, là, monsieur là. Ah, mais il y avait... Bonsoir. Alaykoum salam. Je voulais vous dire, d'abord merci pour vos analyses. Je suis depuis longtemps ce que tu écris, ce que tu dis, et ça me parle beaucoup. Et voilà, alors simplement un petit témoignage après qui débouche sur une question. En fait, je pense, tu l'as dit un peu tout à l'heure, cette année, il s'est quand même passé quelque chose au moment de la présidentielle. Hein, et d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, enfin, non, je l'ai vu sur une vidéo que tu as faite où tu parlais de Mélenchon qui avait parlé à la fête des Arabes. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai tenu un bureau de vote à Barbès, hein, présidentiel, et il y a eu... Enfin, j'avais jamais vu ça, quoi. Je veux dire, les gens venaient, il y avait les grands-parents, et les enfants, et les petits-enfants, ils votaient, ils prenaient qu'un bulletin, ils votaient Mélenchon. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, et ça rejoint ce que tu dis, parce qu'effectivement, le seul qui a attaqué l'État sur la question des violences policières, qui a tenu un discours sur l'islamophobie, bon, c'était lui. Je ne dis pas qu'il fait l'unanimité au sein de l'AFI, hein, mais c'est en tout cas la personne Mélenchon l'a fait. Et donc ça a mobilisé, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, ce discours n'existe pas encore à l'égard des bouches, hein, on l'a bien vu, ils ont voté quand même majoritairement pour le Rassemblement national. Et donc la question, c'est effectivement comment tu touches l'affect de ces gens-là, hein, notamment sur cette espèce de fierté ou ce déclassement qu'ils estiment vivre. Et donc, voilà, je pense que ça passera par ça. On peut être dans la dialectique marxiste purement matérialiste ou dans les affects, et je trouve que c'est très bien, parce que moi, souvent, ça me venait pas assez à l'esprit, cette question des affects, et je pense qu'effectivement, en politique, c'est aussi important, hein, que le marxisme dialectique.
Voilà, donc cette question de l'affect des petits blancs, j'ai pas de réponse en fait. Hein. Donc je sais pas, est-ce que peut-être j'ai pas encore lu ton livre, mais est-ce que tu as esquissé des ébauches de solutions pour aller vers ça? Alors déjà, pour être plus juste par rapport au beauf, alors on se comprend, hein, c'est vraiment la classe populaire toute confondue, blanche. Une partie a voté FN, enfin extrême droite, une partie a voté Mélenchon, et une partie s'est abstenue. Donc en fait, il n'y a pas, voilà, c'est pas qu'ils ont tous voté FN. Hein. Donc là, il y a quand même une dimension de l'abstention qu'il faut prendre en compte chez les classes populaires blanches, et puis le fait qu'il y ait une partie qui reste fidèle à la gauche. C'est pas non plus, il y a des beaufs qui ont voté Mélenchon. Voilà. Mais c'est là où il a été le plus déficitaire. Voilà. Bon. Les affects. Je n'ai pas répondu. Les affects. Oui, notamment dans la réalité, notamment Comment toucher les affects sur l'affect des petits blancs, comment tu... Est-ce que je peux juste intervenir juste pour faire parce qu'en fait, non, mais je trouve qu'il y a un élément trop important, trop central qui n'a pas été évoqué par rapport à ton livre, c'est que tu es une force de proposition. Tu ne fais pas que dire en fait c'est ça qu'il faudrait s'unir. Oui, mais elle ne veut pas en parler pour l'instant. Ah, c'est ça. Tu veux pas en parler? Alors, non, c'est pas que je veux pas en parler, c'est qu'à un moment donné, t'as dit, non, mais à un moment donné, t'as dit, faut pas spoiler. Alors moi, je sais pas. Non, mais il y a quand même des réponses. Je veux dire, mais oui, c'est vrai. Prise de réponse, elle fait pas que dire, il faudrait suivre. C'était, oui. Mais moi, je suis allée trop vite. Je suis allée trop vite pour l'aborder, et après, c'était pas le moment, et c'est pour ça que je disais que tu voulais pas. C'était pas que tu veux pas en parler du tout. Hein, c'est juste que je suis allée trop vite à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça répondra à ça. Mais alors, est-ce qu'on pose les autres questions et comme ça on revient à la vôtre, comme ça, parce que sinon, une fois qu'on va s'engouffrer là, et alors on va plier. C'était juste une remarque que j'ai faite, c'est que comme petit blanc banlieusard, j'étais extrêmement, je lis beaucoup de sciences humaines et tout, et c'est une voix qui m'a extrêmement touché. Je trouve ça très très généreux et voilà, du coup j'ai l'impression qu'il y a une invitation à chercher aussi en nous ce qui n'a pas été domestiqué par l'État bourgeois. Tout à fait, c'est bien ça. T'aimes bien la formule? Oui, c'est très bien. Toi tu parles de la part lumineuse. La part lumineuse, tout à fait. Ce qui n'a pas été domestiqué par l'État bourgeois, donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais, je suis d'accord avec cette phrase. Alors la question que tu posais, Tariq, sur la dimension religieuse spirituelle. C'est pas du tout un livre sur la dimension spirituelle et religieuse. Je veux dire, il y a peut-être un petit souffle comme ça, mais vraiment sans plus. Mais par contre, si on devait... Moi, je suis très favorable à ce que, justement, dans la lutte, il y ait de la transcendance, il y ait de la foi, il y ait de la possibilité pour les croyants de rejoindre la lutte, évidemment. Tout ça, je suis d'accord. Le problème qui est le mien quand il s'agit des petits blancs, des blancs en général, c'est que la dimension spirituelle, elle a disparu. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, autant chez nous, il reste quelque chose, autant chez les blancs, je veux dire, je parle strictement de foi et de religion, et je pense que ces questions-là doivent être politisées. Je pense que c'est important de retrouver des formes comme ça de transcendance dans la lutte. Ça me semble très... Moi, je sais que c'est très important. Simplement, le monde blanc, il est très asséché spirituellement. Très asséché. Et ça fait partie de la misère blanche. Ça fait partie de la misère blanche. 150 et 151. Ça fait partie de la misère blanche. Je veux dire, c'est quelque chose que j'essaye d'analyser, mais comme une absence. Il y a quelque chose, il manque quelque chose. Mais parce que la blanchité, elle a tout absorbé. C'est-à-dire que tout a été remplacé par la blanchité. Voilà. Les blancs sont des blancs. Mais je veux dire, en dehors, je veux dire, toute la dimension religieuse, spirituelle, culturelle, et ça, c'est un truc que j'essaie de dire, effectivement, parce qu'en fait, il y a des chercheurs et des intellectuels qui pensent la question de la... comment ils appellent ça? La Gulli, c'est quoi sa phrase Gulli il dit... France périphérique? Non, sur la culture. Gulli. L'insécurité culturelle. C'est lui qui a mis en avant cette histoire d'insécurité culturelle. Et on sent... Tu dis intellectuel. Ouais, enfin voilà. L'élément. De là à là. Comme ça, tu réponds archi bien, tu vois, avec ça. Et donc, Comment ?
Fais-nous une lecture du livre. Non, mais ce que je veux dire sur l'insécurité culturelle, c'est que moi, je vois bien qu'en France, on veut nous mettre sur le dos l'insécurité culturelle des Blancs. C'est quand même une énorme fumisterie. C'est une saloperie. Genre, ça sera à cause de nous, les musulmans, les arabes, les noirs, que les blancs, ils sont en insécurité culturelle. En fait, c'est ça le grand... C'est de manière, c'est comme ça qu'on l'aborde, cette question. Et moi, je dis, oui, il y a une insécurité culturelle. Oui, il y a une misère culturelle. Mais ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est que ça a été un projet de la bourgeoisie française et des capitalistes. C'est eux qui ont dévitalisé le peuple. C'est eux qui l'ont déraciné. Il s'est laissé déraciner, je veux dire, parce qu'en échange, on lui a donné la blanchité et les intérêts qui vont avec. Et les droits et tout ça, ces trucs, d'accord ? Et de devenir supérieur. Ben, en échange de votre supériorité sur le monde, eh ben, le résultat, c'est que vous n'êtes que des blancs. Vous n'êtes que des blancs. Elle est où votre identité ? Parce que nous, parce que moi, je parle aussi d'une expérience sensible. C'est pas que je fais des analyses, je suis allée dans les bouquins pour voir c'est quoi les blancs, c'est quoi les indigènes. Je l'ai vécu. J'ai vécu, moi, nos festivités, notre rapport à la religion, le fait qu'on tienne à notre identité. Voilà, par exemple, des trucs aussi bêtes que pas manger de porc. Mais pourquoi tu ne manges pas de porc ? Mais pourquoi tu ne vas pas mourir si tu en manges ? Ben nous, on dit, non, on ne va pas en manger. Et on résiste comme ça. Et c'est comme ça. Je veux dire, il ne faut pas chercher une rationalité là-dedans. C'est que on est nous. Et on ne veut pas être vous. Voilà, on est nous et on ne veut pas être vous. Et vous vouliez qu'on devienne vide comme vous. Qu'on se vide comme vous. Vous voulez qu'on soit comme vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes allé vous suicider et vous voulez qu'on vous suive. Ah bah non. On parle de trou. De trou, voilà, c'est ça. Et donc alors oui. Le terrain est miné. Ce faisant, le petit blanc, il a entériné son impuissance. Il ne redeviendra pleinement emmerdeur que lorsque la blanchité aura été abolie, ce qui exige une rupture nette avec la collaboration de race entre petits et grands blancs. Que les petits rejoignent le camp des petits et des plus petits et que cet acte devienne désirable. Le terrain est miné, car le petit blanc doit alors combattre son propre strabisme, qui le pousse à combattre à la fois contre le haut et contre le bas, contre les riches et contre les indigènes. Le terrain est miné car le petit blanc doit affronter sa blessure intime. Admettre que ce qui le révolte le plus profondément, ce n'est pas tant qu'il y a plus pauvre et plus illégitime que lui, c'est que l'indigène, malgré tout, s'est préservé une part de son être, de son identité et de son histoire, et qu'il mourrait pour les sauver, ce dont lui, petit blanc, a été amputé pour les besoins de l'Empire, tirailleur de la première heure. Ce qui lui est intolérable, c'est de constater son immense solitude et sa propre misère culturelle, ce que d'aucuns appellent l'insécurité culturelle, dont on attribue cyniquement la responsabilité aux indigènes, alors qu'elle est produite par le grand capital. Cette culture qu'il a abandonnée au profit d'un cadeau empoisonné offert par des générations de bourgeois. La blanchité qui n'est pas une culture, qui n'est pas une tradition, qui n'est pas une esthétique, qui n'est pas une spiritualité, qui n'est pas une transcendance. Juste un trou, une béance, dans laquelle il tombe indéfiniment, à défaut d'affronter la seule question qui vaille la peine, qui suis-je sous mon manteau blanc ? Voilà. Alors la question de la solution... Alors ça je te réponds tout de suite, je n'ai pas fait un livre qui traite des racismes spécifiques. Pas du tout. Pas du tout. Donc je ne peux pas te parler d'antiziganisme, ni même de négrophobie, ni d'islamophobie. Ce n'est pas le sujet du livre. Voilà. Que faire ? C'est ça ? La question de Lénine, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas spolier. Donc si je ne veux pas spolier, je peux quand même dire 2 mots qui vont paraître un peu peut-être provocateurs. Je dis que dans une partie du livre, dans le qu'est-ce qu'il faut faire, je dis qu'il faut s'intéresser, comment le dire pour pas que ça non, j'allais parler de Soral. Non, tu parles de ce qui pourrait être un endroit de congruence à un moment, justement parce que prône Soral, qui est le nationalisme et la masculinité. Oui, alors en fait, la grande proposition, c'est d'en finir avec l'Europe. C'est-à-dire d'abandonner l'idée européenne et de revenir à l'État-nation. Alors, ça c'est... Alors, parce que j'analyse le désespoir blanc,
mais aussi indigènes, par le fait tout simplement d'être éloignés et privés du pouvoir en fait. Je pense que toutes ces questions qui sont d'ordre culturel par exemple, ou d'ordre social, ou politique, elles sont provoquées entre autres par le fait qu'on n'a plus aucun levier de pouvoir. On ne peut plus décider de notre destinée. Tous autant qu'on est, toutes les classes populaires confondues. Et l'Europe est le lieu qui nous prive du pouvoir. Parce qu'en fait, c'est un outil entre les mains des grands capitalistes. Ni plus ni moins. C'est un internationalisme du capital. Par contre, les classes populaires, elles sont lésées par le projet européen et c'est ça qui nous produit, qui fait qu'en fait, voilà, un truc aussi simple que vouloir rester dans son village pour un blanc. C'est-à-dire rester là où il est, c'est-à-dire ancré là où il est, dans son village, dans sa petite ville de province, là où il a sa culture, là où il a ses habitudes, là où il a ses traditions, celles qui restent du moins, eh bien, sa famille, ses proches, eh bien, en fait, l'Europe, à cause du néolibéralisme, en fait, nous prive les gens de toutes des services sociaux, de proximité. Et donc, en fait, les gens, ils sont obligés de partir, donc d'être déracinés. Eh bien, ça fait partie de la misère sociale. Ça fait partie. Mais ça, c'est l'Europe, entre autres. C'est pas que l'Europe. Parce que le processus de déracinement, c'est l'État-nation. Donc là, je suis en train de dire que c'est l'État-nation qui a déraciné les Blancs. Et je dis qu'il faut revenir à l'État-nation. Mais parce que l'Europe déracine encore plus. Voilà. Donc l'Europe déracinant encore plus, mais étant aussi un projet en faveur des capitalistes. Mais ça, c'est l'Europe, entre autres. C'est pas que l'Europe. Parce que le processus de déracinement, c'est l'État-nation. Donc là, je suis en train de dire que c'est l'État-nation qui a déraciné les Blancs. Et je dis qu'il faut revenir à l'État-nation. Mais parce que l'Europe déracine encore plus. Voilà. Donc l'Europe déracinant encore plus, mais étant aussi un projet en faveur des capitalistes, en faveur de la grande bourgeoisie, en faveur des classes supérieures, et continue d'être un projet impérialiste, c'est une barricade, l'Europe est une barricade, eh bien, il faut en finir avec l'Europe. Alors, comment, évidemment, ça fait bizarre de passer de la question culturelle identitaire à la question de l'Europe, mais parce que c'est lié, tout ça c'est lié. Il faut se débarrasser de l'Europe, et en fait, le projet qui consiste à dire il faut quitter l'Europe, revenir à l'État-nation, pour le dépasser. Évidemment, je ne veux pas... je sais ce qu'est l'État-nation, je sais à quel point il produit des affects racistes, et pourtant, je dis qu'il faut y retourner, tout simplement dans un premier temps, pour nous, être à proximité du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui nous dirigent, ils doivent être là, à portée de vue. Et pas disparus, on ne sait pas où. En fait, on n'a aucune possibilité en fait, d'agir sur notre avenir. Aucune possibilité. Et c'est les classes populaires qui sont les plus démunies dans ce projet. Et c'est pas pour rien que là, et c'est pour ça que là, pour le coup, j'en viens à des solutions que je trouve réalisables au sens politique du terme, dans le sens où ça va dans l'intérêt des petits blancs, parce que les blancs, les classes populaires blanches, ont voté contre l'Europe en 2005, contre le traité. C'est un acte politique très fort, parce qu'ils savent que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est sûrement dans l'intérêt des classes supérieures, mais pas dans l'intérêt des petits blancs. Ah bah, ils ont voté contre. Et il se trouve que là, il y a une convergence possible avec les indigènes. Donc là, je tiens à dire que mon travail, c'est d'aller chercher les choses matérielles, les points de convergence possibles. Je ne suis pas dans les abstractions. Là, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se rejoindre? Eh bien, moi, je sais, parce que j'ai étudié dans le livre la question des affects, je sais qu'on ne peut pas compter sur les Blancs immédiatement sur la question de l'impérialisme. Donc, je ne fais aucune proposition. Même pas la peine. Je ne fais pas, ça ne sert à rien, je perds mon temps. En revanche, leur intérêt, si je vois que leur intérêt, c'est contre l'Europe, je dis, bingo, on est d'accord, parce que nous, on s'en fout de l'Europe. L'Europe, nous, les indigènes, ne nous apportent rien du tout. On s'en tape. On s'en tape. Pourquoi? Parce que nous, les indigènes, on veut déjà être français. On n'arrive déjà pas à être français. Voilà, on n'arrive pas à être français. L'Europe, c'est trop abstrait pour nous. Je veux dire, on n'en a rien à foutre. L'Europe, elle se dit chrétienne, je sais pas quoi. C'est pas notre affaire. Nous, je sais qu'on va dans un quartier, on leur dit que l'Union européenne, tout le monde s'en fout, donc on n'a pas besoin de les convaincre. Donc là-dessus, on est d'accord. Les Blancs, ils sont d'accord. Donc c'est un lieu de convergence.
Et en plus, on a intérêt, puisque c'est un projet de la bourgeoisie. Donc là, c'est hyper concret. Simplement, il faut le rendre réalisable, il faut que ça devienne un désir, une volonté du bas. Parce que Mélenchon, que j'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Je le respecte. Mélenchon, il était parti un peu gaillard pendant les présidentielles. Il faut sortir de l'Europe, les traités, machin, etc., etc. Et puis on sent qu'il s'est ramolli. Alors qu'en fait, Corbyn, il aurait pu gagner les classes populaires britanniques si lui avait proposé et allé jusqu'au bout de son projet de Frexit de gauche. Le Frexit, les classes populaires, elles sont allées à droite parce que les autres, ils proposaient le Brexit. Bon, en fait, ce qui nous manque, c'est une sortie de l'Europe qui soit sociale, qui prenne en compte les intérêts des classes populaires. Donc, disons, une sortie de l'Europe de gauche. Et j'ajoute, j'ose pas dire décoloniale, j'ose pas le dire, parce que nous on est trop tout rikiki, on est tout petit, on n'est pas organisé, on est ce qu'on est, et donc en fait de toute façon on convaincra personne. Donc pour le décolonial, donc j'en fais pareil. On va patienter. Mais déjà, si on est d'accord sur un Frexit de gauche, je trouve que ce serait déjà pas mal. Et évidemment, ça ne suffit pas, parce que nous, moi ce que je pense, c'est que nous, les indigènes, pendant qu'on s'allie avec les Blancs pour un Frexit de gauche, nous, on reste à l'extérieur et on continue un projet anti-impérialiste. Parce qu'encore une fois, le plus important, le plus décisif, le plus central, c'est l'anti-impérialisme. Sauf que, comme tout le monde s'en fout, il faut que quelqu'un préserve cette âme anti-impérialiste. Et ça, je sais qu'il n'y a que les indigènes, dans un premier temps, qui sont capables de le faire. Avec Daniel, ici présent. Et donc il y a la question de l'Europe, et il y a la question des autres affects et des autres contradictions à l'intérieur du monde blanc. On a ici un spécialiste, Wissam, les masculinités subalternes. Nous, on a déjà pensé à la question des masculinités subalternes en essayant de comprendre la part lumineuse qu'il y a, toujours pareil, dans le virilisme indigène. C'est-à-dire, qu'est-ce qui résiste à la blanchité dans le virilisme indigène. Eh bien, nous, on sait depuis longtemps qu'on ne va pas condamner les hommes, comme le font les féministes, les nôtres, nos hommes à nous. On ne va pas les condamner, on va au contraire, cette énergie, elle existe. Parce que c'est ça qui les constitue. Ils sont contents d'être des hommes, et je comprends pourquoi. Eh bien, cette énergie-là, il faut la récupérer dans un projet émancipateur. Mais il ne faut pas la dénoncer et simplement considérer qu'il n'y a rien à faire avec ça. Au contraire, c'est une énergie à disposition, il faut en faire quelque chose. Eh bien, c'est pareil, en fait. En fait, c'est plus délicat avec les Blancs. Parce que la masculinité blanche, contrairement à la nôtre, elle n'existe qu'adossée à l'impérialisme, en fait. Mais elle existe. Mais en même temps, c'est une fierté chez les prolos blancs, les hommes. C'est une fierté. Parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre. Voilà. Les prolos blancs n'ont rien d'autre, les mecs. Et là, c'est pareil. Soit on les attaque, soit on se dit qu'il faut concurrencer l'extrême droite sur ces affects-là. Il faut concurrencer l'extrême droite sur ces affects-là. Bon, il y a la question de la masculinité, il y a la question de plein de choses. La question de l'attachement au drapeau. À gauche, et nous-mêmes, nous encore pire, parce que nous, le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau qui a été planté dans nos pays pour nous écraser. Alors, notre rapport au drapeau, laissez-moi vous dire qu'il est très problématique. Et pourtant, je pense que nous, on doit faire l'effort, malgré tout, de comprendre ce qu'il y a à sauver de ce drapeau bleu-blanc-rouge. Alors, je ne pensais pas, il y a 15 ans, que j'allais dire une chose pareille. Je ne pensais pas, mais en fait, je le dis aujourd'hui, je le dis avec conviction, je ne le dis pas comme ça. C'est même pas par, par opportunisme. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer le fil de la signification de ce drapeau à partir de la Révolution française.
Et donc, du moment où les Blancs n'étaient pas si blancs. À cette époque-là, ils n'étaient pas si blancs. Ils étaient assez sympathiques d'ailleurs. Il faut que vous parliez fort. Que la sortie de l'Europe, ce serait pour du coup rapprocher le pouvoir du peuple, enfin de nous, quoi. Mais est-ce que ce ne serait pas une illusion, parce que finalement le pouvoir il n'est pas vraiment dans les mains des politiques, plutôt dans les instances économiques, quoi. Dans les grands patrons, les grandes entreprises, les multinationales, les GAFAM, et ce pouvoir il est de fait abstrait de nos mains, quoi. Il n'est pas pas vraiment contrôlable, même l'Europe qui est un assemblement de nations qui sont censées être fortes, n'arrive même pas à lutter contre ces multinationales. Du coup, je me demande comment tu envisages cette lutte contre le capitalisme international, quoi. Parce qu'il y a un internationalisme de gauche, mais il y a aussi un internationalisme des entreprises, de l'argent, quoi. Et je pense que c'est important de se poser la question. Alors, ce que je peux te dire, évidemment, c'est des grands, mais tout ça, ce sont des grandes questions. Mais ce que je peux te dire, c'est que si les classes dirigeantes, si la bourgeoisie a décidé de s'étendre à l'échelle européenne, c'est parce qu'elle a estimé qu'elle ne faisait pas assez d'argent à l'échelle nationale. C'est parce qu'ils ne sont pas assez forts à l'échelle nationale. Ils ont éprouvé le besoin de se renforcer à l'échelle internationale, parce que au niveau national, ils n'étaient pas assez forts. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que si on reflue sur à l'échelle nationale, ben ils vont refluer. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi briser leur propre projet. Parce que eux, ils y tiennent à l'Europe. L'Europe, ils y tiennent, mais grave. Je veux dire, si Mélenchon avait dit Frexit, il aurait été assassiné. Alors, en fait, il faut comprendre que tout projet de retrait de l'Europe, tu as devant toi, mais tout le système qui se dresse devant toi. Donc, si tout le système se dresse devant toi, quand tu dis que tu veux sortir de l'Europe, ça veut bien dire qu'ils ont quelque chose à perdre. Ils ont quelque chose à perdre. Mais c'est juste logique. C'est juste logique. Alors, ensuite, que le pouvoir, bien sûr que le pouvoir à l'échelle nationale, ça reste le pouvoir. On est bien d'accord. Sauf que là, il y a un acteur qui s'appelle le peuple. Soit on pense que le peuple, c'est une force de transformation et qu'on est capable de s'organiser et qu'il y a des batailles à mener, soit on pense qu'on n'est pas capable. Mais si on n'est pas capable, c'est pas la peine de venir ici, quoi. Non, mais je veux dire, c'est ça. Soit on est défaitiste et c'est mort, soit on n'est pas défaitiste, on pense qu'il y a quelque chose à faire. À ce moment-là, on doit compter sur les forces populaires, mais des forces populaires organisées. Il faut s'organiser, évidemment, il faut s'organiser. Du coup, en fait, ma question est la suivante. J'essaie de la formuler de manière claire. Je me pose la question. Moi, je suis italienne. Et j'ai l'impression qu'il y aurait des bœufs dans le sud de l'Europe, du coup, dans l'Europe qui, historiquement, a été moins impérialiste, on peut dire. Je pense à la Grèce, etc. Je pense qu'il y aurait des bœufs dans d'autres pays européens. C'est très dommage que la solution soit une solution nationale. Parce que je me dis qu'en fait, il y a plein de beaufs dans le sud de l'Europe et dans ce monde de beaufs très anti-impérialistes qui attend justement des avant-gardes pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les soutenir. Et voilà, du coup, ça me fait un peu de peine le fait de savoir que la solution trouvée soit celle du repli national. On parle par exemple en Italie de la possibilité de repenser une Europe, mais vraiment géographiquement, où on sépare le centre-nord et plutôt on envisage plutôt une alliance entre le sud de l'Europe et le Maghreb, par exemple, le nord de l'Afrique et même... Du coup, je me dis, si tout est à repenser, pourquoi ne pas vraiment le repenser de manière beaucoup plus révolutionnaire, en fait? Avec quelle force? Avec quelle force? Avec je pense que là, il y a une énergie qui est celle d'une grande partie des classes populaires blanches
qui serait capable d'accepter déjà le reflux sur l'État-nation, ça s'appelle une énergie. Il y a, donc, moi je fais avec l'existant. Ce projet-là de l'alliance avec le Maghreb, je suis tout à fait favorable, d'autant que moi, j'envisage pas le retour à la nation pour le retour à la nation. Je pense que le cadre national est très problématique. Et c'est pour ça que je dis que ce projet, c'est pas simplement un retour à la nation. Pour moi, le retour à la nation, c'est une étape, c'est un moment. C'est pas pour y rester. C'est ensuite pour la combattre et mieux la combattre. Mais pour mieux combattre la nation, encore faut-il avoir le pouvoir. Et le pouvoir, il ne peut pas être abstrait et dispersé à l'échelle européenne parce qu'on ne l'a pas. Donc il faut au moins le retrouver. Moi je parle d'un pouvoir entre les mains des classes populaires. Hein. Donc au moins retrouver le pouvoir. Et ensuite le projet du dépassement de la nation, il est envisageable si déjà on a le pouvoir. On ne pas le pouvoir. C'est un champ de bataille. C'est le lieu de la bataille. L'État-nation, ça va être le lieu de la bataille. Et je dis, et je répète, je vise le dépassement de la nation, de l'État-nation, évidemment, parce qu'il faut en finir avec l'État-nation. Avec l'État-nation, il faut en finir. Il faut en finir, mais il faut d'abord repasser par lui, et il faut qu'il y ait à l'intérieur des classes populaires, et là pour l'instant, je compte avec ceux qui ont les affects les plus anti-impérialistes, parce que je ne vais pas inventer de nouveaux affects chez les Blancs. Ça ne s'invente pas, ça se crée dans la lutte. Ah mais oui, mais... Oui, non mais... Oui. C'est quelque chose non, mais... quand on n'est pas français, on a des bofs de... Alors là, non mais d'accord. Bah, ça nous agace beaucoup ça. Bien sûr, sauf que, en l'occurrence, je parle de la France. Sauf que je parle du cas français. Il y a des alliés quelque part. En fait. Ah mais oui. Est-ce qu'il y a du dialogue en cours? Ben, il y a du dialogue. Ah non. Alors, il y aura du dialogue à la condition. Il y a une condition qui précède le dialogue, c'est que les indigènes doivent exister politiquement. Et on nous a détruits. Mélenchon, en l'occurrence. Mélenchon, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est Mélenchon qui a fait exploser l'antiracisme politique. C'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'il a avancé, il nous a fait avancer, il nous a fait faire un bond en avant. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'antiracisme politique n'existe pas, où il y a vraiment rien du tout. Vous avez vu que les musulmans, ils ne peuvent plus bouger une oreille. Les mosquées, on les ferme les unes après les autres. En fait, on nous dissout. Et personne ne bouge. Donc là, en fait, il n'y a rien. Donc même le projet d'aller chercher des alliés en Europe, nous, on l'a toujours fait avec le Pierre. On a des réseaux. Mais je veux dire, tant qu'on ne retrouve pas une existence politique, bah, tout ça, c'est du blabla. Il y a une autre intervention là. Oui, je sais, mais il y avait la jeune fille. Salut. Déjà, j'aimerais bien te remercier. Il faut parler fort pour le reste des gens. Déjà, j'aimerais bien te remercier pour ton livre Les Blancs et les Juifs et nous. Parce que, premièrement, tu m'as fait aimer encore plus ma mère, qui est ma mère de base. Et tu m'as demandé d'aimer mon père, de par son tunisianisme, de par son indigénisme. Maintenant, tu me demandes d'aimer les petits blancs. Je pense qu'ils peuvent quelque part nous aider, qu'il le faut parce que ça a été construit avec eux, donc forcément pour le dissoudre, c'est avec eux. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que le petit blanc, en reconnaissant son état de petit blanc, il ne va pas arrêter d'exister? Est-ce qu'il va potentiellement négliger ce privilège-là et se dire vas-y, je vais les aider? Moi, je ne suis pas sûre. C'est pour ça que c'est pas la proposition que je fais. Moi, je dis pas aux Blancs qu'il faut aimer les indigènes. À aucun moment je dis ça parce que j'y crois pas, précisément. Donc je suis absolument lucide. Je dis, les petits Blancs, on doit trouver l'endroit où on converge, où leurs intérêts servent nos intérêts, nos intérêts servent les leurs. Donc là, je suis dans un espèce de cynisme politique. C'est-à-dire, je cherche pas à ce qu'on s'aime. Là, je suis pas en train de parler d'amour. Même si le chapitre s'ouvre avec ce mot d'amour révolutionnaire. Mais c'est un projet. Mais il faut déjà qu'on ait des intérêts communs. Et donc, il faut simplement identifier les intérêts communs. Donc là, on fait de la pure politique. Hein. On cherche des intérêts communs. Et ensuite, Jonathan, il a parlé tout à l'heure des Gilets jaunes qui sont allés soutenir les jeunes de Mantes-la-Jolie. Bon. Là, tout d'un coup, les Gilets jaunes, ils ont compris qu'il y avait un intérêt commun.
ils ont compris, ils ont eu la lumière. Parce qu'ils se sont fait tabasser par les flics. Et nous, ça fait 40 ans qu'on se fait tabasser par les flics, et les gilets jaunes, ils s'en foutaient pas mal. Mais là, ils ont éprouvé ce que ça signifiait se faire tabasser par les flics. Et donc, s'ils y sont allés, c'est parce que d'abord, ils se sont fait tabasser par les flics. Donc là, tout d'un coup, un intérêt commun. Tu vois ? Et donc là, tu vois bien que cet intérêt, ils viennent à nous parce que, en réalité, si on doit parler philosophiquement, ils viennent à nous d'abord parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes. Là, ils ont vu un truc, et puis après, ça fait réfléchir dans la tête. Bon, nous, on se fait tabasser. Comment ? Ils sont choqués, ils sont révoltés. Leur police, qu'ils aiment tant, parce qu'eux, ils aiment la police. Attention. Cette police qui les aime tant, eh ben, elle est venue les tabasser. Eh ben, tout d'un coup, ça leur a fait. Ils ont réfléchi aux autres populations qui se faisaient tabasser par les flics, qu'ils ont méprisées pendant de très longues années. Ils ont réfléchi un peu à l'État, au fonctionnement de l'État, à quoi sert l'État policier, tous ces trucs-là. Donc là, on converge. Et quand on converge, eh ben, on crée un espace politique, tu vois, un nouvel espace politique où on se reconnaît les uns les autres. Ben, ça, c'est le début de l'amour révolutionnaire. C'est le début. Mais après, il faut prolonger. Mais c'est le début de quelque chose, tu vois. Ben, pour l'Europe, c'est pareil. Imagine, il y a un grand dans 5 ans, il y a un grand projet de sortie de l'Europe, par exemple. Et que chaque parti y voit son intérêt. Et que quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, il serait capable de vendre ce projet. Et qu'on converge tout d'un coup. On aura trouvé un intérêt commun. On sera ensemble dans la rue. Mais il faut que les intérêts des deux parties soient défendus. Il faut que chacun y trouve son intérêt. Donc il faut que chacun s'aime. Et moi, je ne cherche pas ce que les Blancs ils m'aiment, pas du tout. Moi, mon premier acte politique, c'est d'exprimer le grand amour que j'ai pour moi-même. Et après des siècles d'oppression raciale. C'est ça mon acte. C'est ce qu'a fait Malcolm X, c'est ce qu'ont fait tous les militants antiracistes depuis toujours. Ils expriment d'abord l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Et moi, j'attends des Blancs qui fassent exactement la même chose. Mais, voilà. Et donc c'est là où on aborde une question un peu délicate, parce que l'amour pour eux-mêmes, ils peuvent l'exprimer à l'extrême droite. Donc voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut une conscience chez les Blancs supérieure à celle qui est instinctive, il va bien falloir à un moment donné politiser la question de c'est quoi l'extrême droite. En réalité, l'extrême droite, c'est la pointe avancée de l'ultralibéralisme. Et en réalité, ils servent l'extrême droite va de toute façon, d'une manière ou d'une autre, servir le projet bourgeois. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont finir par aller à l'abattoir, les Blancs, les petits Blancs. Dans le système néolibéral, ils vont être sacrifiés comme tout le monde. La question, c'est est-ce qu'ils vont le comprendre suffisamment tôt ? Et est-ce qu'ils ont... Alors moi, et là, il y a une grande interrogation. Il y a de fortes chances que non. Parce que la plupart des gens, et pas simplement les Blancs, tout le monde, pense d'abord son intérêt immédiat. Pas l'intérêt de dans 50 ans. L'intérêt immédiat. Ah bah là, ça sera au mieux offrant. Et la blanchité, ça fait partie du package. Il y avait encore là-bas, il y a vous et après vous. Et, non, après le monsieur et après... Non, mais tu as tout à fait raison de revenir là-dessus, mais bon, je croyais l'avoir dit tout à l'heure. Pour moi, l'Europe, c'est d'abord une forteresse impérialiste. Donc effectivement, affaiblir l'Europe, c'est affaiblir l'impérialisme, et donc c'est desserrer l'étau sur les peuples du Sud. Ça, pour moi, tout ça, ça va, c'est évident. Effectivement, je le développe un peu plus dans le livre. Et alors, les références, tu as raison, et je ne me rendais pas compte quand je l'écrivais, mais tu le dis très bien, ce sont essentiellement des auteurs stratèges que j'utilise. Parce que les idéologues, ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui pensent la stratégie, effectivement, alors là, il faut vraiment souligner Poulantzas et Gramsci, et vraiment, faut vraiment lire Poulantzas et Gramsci, c'est hyper chiant, mais c'est hyper important. Alors Chiari, alors là par contre, Chiari, c'est notre penseur à nous du pire, sans qui, franchement, on n'aurait jamais fait les indigènes de la République. Donc lui, Chiari, on a une grande dette morale et politique envers lui. Et donc là, c'est pareil, à la Fabrique, il faut lire la contre-révolution coloniale de Gaulle à Sarkozy. Ça, c'est élémentaire pour un militant décolonial. Mais je pense que oui, c'est un livre qui prend des références dans le matérialisme historique, en fait. Si. Sadri, si. La Fabrique, il est là. Qui est plus édité.
C'est pour une politique de la racaille qui n'est pas édité. Mais le petit livre vert, il est là. Donc, il y avait vous, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué du coup un Brexit, suite à un Brexit. Brexit qui a eu lieu il y a quelques années. Le Brexit, c'est un projet de loi qui a été largement soutenu par des populations qui se situaient sur la droite, voire même l'extrême droite du spectre politique. Ma question, c'est la suivante. Comment dissocier en fait un Brexit social d'un Brexit de droite en fait? Par le projet. C'est un projet qui attire des populations. Non, en France, ça a attiré des populations. Ça a attiré les classes populaires, beaucoup de gauche. Hein. C'est beaucoup les gens de gauche. Alors la droite et même l'extrême droite, effectivement, une partie ont voté contre le traité, des gens d'extrême droite, mais la gauche la gauche et les gens qui ont une sensibilité de gauche se sont beaucoup mobilisés contre le traité de 2005. En France, oui. Ensuite, la question c'est quel est le projet qu'une force politique peut proposer par rapport à un Frexit. Un Frexit, il peut être de droite, il peut être d'extrême droite, il peut être de gauche, il peut être d'extrême gauche. Ça dépend le projet. Ça dépend ce que tu mets dedans. Et effectivement, on est en manque de propositions de Frexit qui soient clairement anti-libérales, sociales, anticapitalistes, tout ça. On est en manque de ça, oui. Et antiraciste, tout ça. Ça n'existe pas. Même le projet de Mélenchon, il est très faiblard. C'est simplement dénoncer les grands traités, ce genre de choses. Mais bon, voilà, quoi, ça manque d'audace. Ça manque d'audace. Salut. En fait, moi, j'aimerais bien poser la question de qu'est-ce que c'est que la modernité. Ah là là. Je veux dire, parce que tu parles beaucoup des internationalistes, des communistes, tu vois, même dans les tendances syndicales, entre les tendances nationalistes et les tendances internationalistes. Mais je veux dire, tu vois, ce qui a représenté en fait cet espoir internationaliste, c'était quand même une autre modernité. Tu vois, il y avait quand même cette idée d'une autre modernité. Et quand tu disais tout à l'heure, tu vois, rester chez soi, on a tous le projet de rester chez soi. Où on a tous de rester avec sa famille, mais ça peut être aussi une émancipation de sortir de chez soi, tu vois, et de partir. Après, la question, c'est pourquoi la modernité capitaliste rend ce projet de sortir de chez soi comme un projet de précarisation. Donc en fait, tu vois, on pourrait imaginer une autre forme de modernité qui ne renoncerait pas à ce projet de sortir de ces ancrages traditionnels, mais qui ne n'irait pas avec une fragilisation, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est une question philosophique, on doit pouvoir avoir le droit de partir. Sauf que moi, je me la pose plus pour les gens du tiers-monde, qui n'ont pas du tout le droit de partir. Voilà, donc en fait, je me pose cette question. Alors en fait, les gens du tiers-monde, il y a un paradoxe, c'est qu'on les oblige à partir. Comme mon père, il est venu parce qu'il était pauvre et qu'il a connu la famine en Algérie. Donc il est venu parce qu'on cherchait, on a fait venir des travailleurs. Donc lui, il était pauvre, mais l'Algérie a été appauvrie par le 130 ans de colonialisme. Le résultat, c'est qu'on avait des paysans qui ont été déracinés. Mon père et mes parents étaient des paysans. Ma famille, c'était des paysans, ils ont été déracinés, ils sont arrivés dans les grandes villes. Arrivés dans les grandes villes, ils étaient au chômage, ils sont arrivés en France. Bon, et la France avait besoin de main-d'œuvre. Donc moi, je parle déjà de mon propre déracinement historique. Et de ce point de vue-là, je pense que les gens doivent pouvoir rester là où ils sont, de pouvoir avoir les moyens de vivre. Et c'est ce que la France-Afrique empêche. La France-Afrique empêche les Africains de rester chez eux. Ensuite, le droit ensuite, et paradoxalement, ceux dont on a besoin comme force de travail, quand on n'en veut plus, on les empêche de venir. Donc là, ils n'ont plus le droit de se déplacer. Et c'est toujours les populations du Sud. Voilà. Après que dans l'absolu, dans un idéal communiste, comme tu dis, on puisse se déplacer comme on veut, bah oui, bah d'accord. Oui, bah, j'ai aucune raison d'être contre ce projet, de partir volontairement.
inspiré. Et peut-être ça va être la dernière question, parce qu'il est tard. Vas-y. En écoutant, bonsoir. Bonsoir. En écoutant un peu un peu l'aspect stratégique, en même temps pragmatique de tout ce que tu as dit, je prends plein d'éléments, ça m'a donné un peu j'ai eu une étincelle, enfin le côté Damien Mélenchon, créer des affects communs, mais qui soient pas tant réfléchis que ça de base. Enfin, est-ce que ce serait une question, et ensuite si oui, j'aurais une information. Enfin bref, est-ce que ce serait pas ta stratégie à court terme, une forme de populisme de gauche, quand même et dans ce cas-là, est-ce qu'on perdrait pas du temps aussi? Il faudrait pas assumer directement un internationalisme à la base, avoir un discours clairement anticapitaliste, et je pense à Lénine, tout ça aussi, l'idée que le rôle de la conscience, de la conscientisation, et prendre conscience un peu de la totalité, et de la totalité du système, tout ça, et donc de l'impérialisme. Je veux dire que j'arrive pas à comprendre comment, avec du coup cette forme de populisme de gauche où on pourrait être tous, l'anti-Union européenne, tout ça, on en reste quand même dans une forme de capitalisme. Au final, je veux dire, à la fin, il faut se poser la question pour lutter contre l'impérialisme, il faut lutter contre le capitalisme, tout ça, et prendre conscience directement. Bon, après, voilà, ça paraît peut-être un peu idéaliste et moins pragmatique. Alors là, c'est pas pragmatique parce que nous, juste au niveau des indigènes, par exemple, aux indigènes de la République, on vient d'une tradition anticapitaliste. Mais on l'a jamais dit. Parce que si tu vas dans un quartier, tu dis que tu es anticapitaliste, ça fait fête de l'UMA, quoi. Ça fait fête de l'UMA et ça fait kiffer personne, la fête de l'UMA. Donc nous, on arrive, on dit qu'on est anticapitaliste, mais tout le monde s'en fout de notre gueule. Surtout qu'en plus, il y a aussi des tendances libérales chez nous, très libérales, avoir des super caisses, réussir, nanana. Nous, on arrive avec ce discours, mais personne qui nous écoute. Donc tu vois ce que je veux te dire? Tu arrives, tu es anticapitaliste, mais tout le monde s'en fout. Voilà. Par contre, tu arrives et tu dis vive la Palestine ou l'islamophobie, ou on nous empêche de porter le voile, ce genre de trucs, là, les gens comprennent. C'est aussi simple que ça. Et moi, je sais que quand tu fais ça déjà, nous, on sait que c'est déjà de l'anticapitalisme, parce qu'en fait, on sait que le racisme en tant que tel, il est tout complètement adossé au capitalisme et à l'impérialisme. On le sait. Donc, ça serait une manière de faire l'anticapitalisme sans le savoir. C'est comme Jourdain, il fait des quoi? Jourdain, de la prose sans le savoir. Donc, oui, mais il y a toujours cette étape qui précède, c'est qu'avant le discours, il faut amasser les gens autour de toi. Il faut que les gens ils viennent. Tu vois, il faut qu'ils viennent déjà, il faut qu'ils t'écoutent. C'est-à-dire que la question de la politisation, elle se fait avec le temps. Moi, je trouve qu'on a bien réussi avec les indigènes de la République. Franchement, on a réussi à faire ça, à notre niveau, mais on a réussi. Mais parce qu'on s'y a pris un peu intelligemment. Si tu arrives encore une fois avec tes gros sabots, tu dis je suis de gauche, je suis anticapitaliste, mais t'es mort direct. Parce que tous les quartiers détestent la gauche. Moi, je déteste la gauche. Hein. Moi, je viens d'un affect qui déteste la gauche. La gauche socialiste, je les déteste. Je veux dire, bon, ça c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas si normal il y a 20 ans. Mais moi, je les ai toujours détestés. Et les communistes aussi. Moi, je voyais qu'ils étaient racistes. Ils ne m'intéressent pas, ces gens. Et n'importe quel indigène qui vit dans un quartier, il déteste les communistes. Tu vois? Donc tout ce qui est autour, nous par exemple, on sait l'importance de Lénine, on sait l'importance de ces trucs, mais c'est tout ça, c'est des références, ils te regardent avec des yeux, tu sais, genre, voilà. Il vous reste plus qu'à lire le livre. Merci. Merci. Circuit vert, boulevard Voltaire, à Saint-Denis aussi. Tes fils. Ça va être compliqué la traduction.
Merci beaucoup.